Bonjour, vous êtes bien sur RBS 91.9, une radio que vous pouvez entendre dans tout Strasbourg ou dans les environs. C'est l'heure des rendez-vous du monde de la caresse et c'est Eric qui vous parle au micro. Alors aujourd'hui, je vais commencer à aborder un sujet assez complexe, celui des migrations. Il est assez évident que c'est un sujet qui occupe avec une très grande intensité tout notre espace médiatique. Et bien des gens en parlent. Malheureusement, la plupart du temps, on parle des migrants et de migration et d'immigration. La plupart du temps, on les fait parler, les migrants. Quand je dis on, c'est des politiques, des savants, des experts, des journalistes, beaucoup de personnes, mais pas les migrants eux-mêmes, ni même les migrantes d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai voulu changer de perspective sur les migrations et donner, et donc il m'a semblé intéressant de recueillir et de diffuser des témoignages de personnes qui ont migré. Et le moins que je puisse dire, c'est que j'en ai réuni une belle collection. De quoi commencer une série qui saura vous ravir. Alors, pour ce premier épisode de la série Mon arrivée en France, je ne suis pas allé chercher bien loin mes premiers témoins, puisque je suis allé puiser les paroles d'autres membres de la caresse. Et vous allez entendre ces 2 prochaines heures des voix que vous entendez encore certains dimanches, entre 13h et 15h sur RBS. Je dois dire que ces premiers témoignages, qui rendent compte d'un certain déracinement et de quelques difficultés à l'arrivée, ils battent en brèche une certaine idée très répandue, trop répandue à mon avis, qui consiste à dire que les étrangers ne s'intègrent pas et n'ont aucun respect pour notre culture. Alors je n'aime pas trop le terme d'intégration, qui sous-entendrait que les personnes étrangères doivent se transformer en de bons petits Français et donc perdre leur identité d'origine pour entièrement embrasser celle du pays dans lequel ils arrivent. Ce que personne ne peut réellement faire, pas même les Français qui émigrent dans un autre pays. Ni que je crois qu'il y ait une culture française, car s'il y a un tronc commun, on ne peut pas dire que tout le monde a les mêmes référents. Je pourrais comparer les Alsaciens, les Bretons, les Ch'tis, les Basques, ou toute personne qui a grandi et s'est approprié des identités régionales particulières. Mais à vrai dire, j'avais plutôt en tête des références bien plus liées à la classe et au centre d'intérêt de chacune d'entre elles. Les rapports aux arts, à l'expression, à l'histoire diffèrent tant entre les ouvriers et les bourgeois qu'on peut réellement parler de cultures différentes. Il y a apparemment un même sentiment de changer de monde quand on change de classe que de pays. Alors que quand on déménage d'une région à l'autre, on se sent décalé mais pas étranger. Bref, cessons de suite ces digressions insensées et laissons le soin à celles et ceux qui se sont déplacés de ceindre fermement le débat. De ce pas, je cède la parole à notre premier témoignage, celui de Patricia, membre de la caresse dès son origine et animatrice d'émission émérite, dont nous attendons le retour au micro. Elle nous livre son témoignage de son voyage. Juste après cette interview, nous entendrons la chanson Tout le bonheur du monde de Sinsemilia. Ce qui est le moins que je vous souhaite et que nous souhaitons à Patricia. Voilà, tout de suite le témoignage de Patricia, s'il te plaît. Je m'appelle Patricia et je suis née au Mexique, mais je suis alsacienne du cœur depuis 38 ans. D'accord. Et du coup, tu viens d'où exactement? Enfin, tu disais que tu es né au Mexique? Oui. Je suis née au nord-ouest. Et en imaginant que le Mexique, c'est à peu près 4 fois la France. Et donc, je suis née à une ville qui s'appelle Tepic, Nayarit. C'est une partie de l'État, c'est l'équivalent des départements. Ça donne sur la mer, le Pacifique. Et donc, Tepic, c'est la capitale. Et mes parents avaient une maison à côté de la mer. Ben, c'était sympa. C'est ça qui me manquait quand je suis arrivée. Mais la mer à Strasbourg, c'est un peu difficile. Ah oui, on appelle ça le Rhin. Alors, quelles sont les raisons qui t'ont amené en France et en quelle année à peu près? Bah, en fait, je suis venue par amour. Je me suis mariée au Mexique avec un Français. Et bon, j'ai tout quitté
par amour, ma famille, mon travail, mes amis, tout pour venir avec lui, puisque il était chercheur invité dans un centre de recherche où j'étais aussi. Et son contrat s'est finissait, donc on s'est mariés là-bas et on est venu après. D'accord. Et du coup, quelles ont été les étapes ou les épreuves que tu as rencontrées pour t'établir en France? Des côtés physiques, c'était pas très difficile, je veux dire. Les plus problématiques pour moi, c'était la langue. Parce que je savais dire, comme dit une amie qui habite au Mexique, oui, et Alain Delon. Mais Alain Delon. Ah, d'accord. Mais je connaissais pas beaucoup de mots, quoi. Mais j'avais appris le français 15 jours avant de venir. Ça veut dire que je connaissais rien quand je suis arrivée. Et bon, mon accent, jamais j'ai pu le perdre. Depuis 38 ans, je parle pas bien le français, mais mon cœur y est, quoi. Et donc, un des problèmes, c'était la langue. Et je suis allée faire des cours de français au palais universitaire à l'époque. C'était à l'école, il y avait là-bas, où j'ai appris le français. Et j'ai passé une année, mais l'année d'après, c'était le cours de diction. Mais je suis pas allée. Et ça se voit. Ouais. Et des problèmes, j'ai pas trouvé vraiment, mais je compare toujours les cultures. Et ça, là, des fois, j'ai des soucis dans ma petite tête quand je vois des situations ça me fait réfléchir comment résoudre les situations des fois. Maintenant un peu moins, mais au départ c'était des impressions. Il fallait que j'assimile les deux cultures, quoi. Et du coup, c'était quoi les différences exactement quelles sont les différences que tu as vraiment ressenties entre les habitudes culturelles au Mexique et ici en France? Je dirais même plus en Alsace parce que c'est encore... vrai, c'est vrai. Et au Mexique, comme le pays est si grand, et on est presque 125 millions d'habitants dans tout le pays, et la majorité des personnes sont des origines de l'État où ils sont, ou d'un État à l'autre, disons, entre la Basse-Californie et le Yucatan, c'est à environ 1500 kilomètres. Donc, un peu plus loin que d'aller d'ici en Espagne, c'est 1000 kilomètres d'ici en Espagne, à Madrid, au moins. Oui, Madrid, ça fait presque 1500, je crois. Parce que de Strasbourg à Brest, ça fait 1000 kilomètres. Voilà. Et donc, tu fais du chemin, quoi. Mais la différence que j'ai trouvée dans les cultures, c'est que et j'ai appris à valoriser les cultures en pluriel mexicaines, parce que chaque État, c'était un royaume, en vivant ici. Mais aussi, j'ai appris, c'était pour moi un rêve, aller sur les trottoirs et écouter des langues que je ne connaissais pas. Et voir des personnes de tout le monde. C'était une des premières impressions que j'ai vu la différence. Et au Mexique, je ne voyais pas autant de diversité, disons, d'autres pays. Il y a la diversité des différentes régions, mais
mais pas comme ici. On a, je crois que 150 nationalités à Strasbourg. Oui, je crois qu'on doit pas trop loin de ça. Ouais. Ouais. Et, bon, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai fait la, euh, la différence. Par exemple, euh, quand je suis arrivée, il y avait les bus et les trams qui passaient à leur pile où ils disaient. Et au Mexique, bah, si c'était une demi-heure après, c'était à temps encore. Hein. Oh, j'étais émerveillée, quoi, de voir la ponctualité des transports. Et spécialement à Strasbourg, c'est une ville très propre, on ne voit pas ça dans le sud de la France presque. Hein. On a des habitudes différentes. Bon, que des fois les gens ils ne se rendent même pas compte qu'on vit dans une ville propre et les habitudes des gens, c'est aussi... il y a une éducation civile à ça. On ne jette pas n'importe quoi sur les trottoirs. Hein. Ouais. De temps en temps, il y en a qui le font quand même. C'est vrai, c'est vrai. En général, non, heureusement. Ouais. Alors, comment est-ce que tu as été accueilli par les autochtones, les indigènes de la République française? Bah, très bien. Mais, c'est pareil, j'ai fait une comparaison. Quand mon mari habitait là-bas, il appelait les petits blonds. Et il est haut, il est grand, quoi. On les voyait un peu partout quand ils passaient. Et les gens les traitaient hyper bien, mieux qu'à moi au Mexique. Et quand je suis arrivée ici, bah, ils ne me traitaient pas aussi bien qu'à lui, parce qu'il les faisait presque une révérence. Hein. Mais je n'ai pas trouvé la révérence. Mais j'ai trouvé une vie normale, je veux dire. Hein. Une vie riche. Et j'étais très contente de pouvoir trouver la société strasbourgeoise. Hein. Au départ, je ne voyais pas les personnes autant qu'après, parce que je faisais la recherche à l'université. Dans mon autre vie, j'étais chimiste. Et j'ai travaillé dans les laboratoires de catalyse de l'université. À Strasbourg? À Strasbourg, oui. Et on faisait des travaux de recherche sur les catalyseurs. Et on avait des contrats pour la Peugeot. Et pour avoir des pots catalytiques moins polluants. Et c'était vers les années 85, 86, par là. On avait des contrats avec la Peugeot et d'autres. Mais j'étais dans mon laboratoire. Et mon monde, c'était les molécules et que la recherche aille bien. Mais une des choses que aussi j'ai trouvé incroyable, mon dernier travail au Mexique, c'était l'Institut mexicain du pétrole. Et j'ai fait aussi la recherche sur le pétrole. Et mes équipements étaient dernier cri. Et j'avais un chromatographe pour analyser les liquides, par exemple. Ah oui, j'ai appuyé un bouton et quelques minutes après, j'avais le résultat. Quand je suis arrivée ici au laboratoire de catalyse, ils m'ont donné un chromatographe. C'était fait très artisanalement avec une colonne de verre soufflée. Et pour les refroidir, il fallait que je mette la glace. Et quand la glace s'était fondue, il fallait que je cours ramener de nouveau. Et enfin,
c'était une bricole. Et pour moi, je me disais, mais c'est le premier monde de la recherche, c'est pas croyable. Et c'est des contrastes que jamais j'aurais imaginé. J'imaginais meilleur que mon chromatographe d'un bouton. Je pensais, il faisait quoi. Mais non. Oui. Et du coup, est-ce que tu as le sentiment d'avoir ta place dans notre société? Bah oui. C'est une société très riche quand on se place, pas en critique, mais quand on se place en valorisant l'autre. Et par exemple, quand j'ai quitté la recherche parce que j'ai eu un enfant et j'ai décidé, j'étais déjà âgée, et j'ai parlé à mon mari si je pouvais quitter la recherche pour élever notre enfant. Il m'a dit comme tu veux. Et donc je voulais être mère à temps complet. Et à travers notre enfant, j'ai découvert la société en allant aux écoles, etc. Et j'ai eu le temps de découvrir notre quartier. Et j'ai trouvé aussi bien ma place que pendant 16 ans, j'étais responsable du comité de fête du centre socioculturel du quartier. Et je me suis dit, ils m'ont fait responsable parce que comme je suis mexicaine, c'est la fête alors. Mais c'était pas moi, on était un groupe d'une quarantaine de personnes, que c'était des gens qui travaillaient au centre, mais aussi des bénévoles. Et si je te montre mes cahiers de réunion, ils sont pleins de chocolat. Et on faisait déjà la fête quand on préparait les 6 fêtes de l'année dans les quartiers. Et ces fêtes, c'était un lien social entre les différentes personnes du quartier, parce que aussi c'est un quartier très multiculturel. Hein. Et on mettait les tables sur la rue, on faisait des concours, la table la meilleure décorée, enfin. Et comme on appelait aussi les amis de différents pays qui viennent avec la nourriture de son spécialité. Et donc, il y avait la musique, c'était très chouette. Et ça m'a permis de pouvoir rencontrer les gens, et pas qu'à un moment, mais ça m'a permis de les connaître et de devenir des amis avec certains. Hein. Après, j'ai côtoyé aussi les gens des écoles en étant parent d'élèves, et c'était pareil. Et je me suis rendu compte que quand on rentre dans une société et que tu valorises l'autre te le rend 1000 fois plus. Et on apprend beaucoup. Et avec ce que tu as vécu, et naturellement, les autres aussi pourront voir ta culture. Et pour moi, je pense que c'est la base d'une société, n'importe quel pays, hein, de respecter l'autre, mais aussi d'apprendre, être ouvert à apprendre. Et mon engagement, c'était dans les quartiers, comme ça, à travers les centres socioculturels, mais aussi avec une association des Mexicains et amis du Mexique, bien sûr. On n'était pas racistes, hein. Tous ceux qui voulaient venir, qui viennent. Et on l'a créé après un tremblement de terre, 1985, c'était. C'était très fort, hein, et beaucoup de bâtiments de la ville de Mexico sont tombés. Et bon,
Et après, on a fait cette association. Et à travers cette association, j'ai pu connaître d'autres associations. Et bon, ils m'ont invité à venir à la CARES, la coordination des associations des relations des étrangers Strasbourg. Et après, cette CARES a fait le Conseil des relations étrangères. Et donc, j'ai participé aussi un peu au départ. Et ça fait depuis 92 qu'existent les conseils. Et donc, ça m'a donné un aperçu plus global de la interculturalité, parce qu'il y a aussi des choses comme la nourriture, ou des réflexions politiques, ou simplement des personnalités différentes. Et donc, il faut... Ça développe ton sens des mesures, je veux dire. Il faut pas s'énerver parce que c'est comme ça. Et par exemple, tu amènes ta démocratie, mais que la démocratie en France, bon, on vient de passer les élections, mais c'est pas la même exactement que la démocratie africaine ou la démocratie mexicaine. Chacun a sa vérité, quoi. Et donc, on relativise et ça fait mettre à ta place. Mais en étant citoyenne. Ouais. Alors, est-ce que tu as des exemples de belles rencontres? Ah oui. J'ai des amis depuis longtemps qui sont de belles rencontres. Et on est très différents à travers les conseils, à travers la caresse, qu'on n'est pas toujours d'accord, mais qu'on a un lien d'amitié assez fort. Et c'est, pour moi, c'est une richesse que j'ai, d'avoir des amis aussi chers, quoi. Et des fois, on ne se voit pas. Et ces dernières années, encore moins, parce qu'il y avait le Covid, mais c'est des choses qui restent fortes. Quand une personne est isolée et que tu penses, comme pour le Covid par exemple, et que tu penses, un tel, et on s'appelle, on fait quelque chose à travers l'ordinateur, enfin. Et il y a cette confiance. Et c'est pas grave hein, qu'on n'est pas né dans le même pays, qu'on ait la même culture, mais on s'en comprend. Et voilà. Une mauvaise expérience peut-être à partager? Oui, mais j'ai pas beaucoup de mauvaises expériences parce que peut-être je relativise, mais j'ai pas vraiment de mauvaises expériences. Quand on est arrivé du Mexique à Paris, et après on devait venir à Strasbourg. Et mon mari m'a amené manger à Galerie Lafayette pour voir un peu, quoi. Et comme c'était vers midi, il a dit, tiens, on va manger au restaurant ici. Et il y avait un escalier électrique et j'ai vu une vieille dame qui était à côté de moi et je lui ai donné qu'elle passe devant moi comme ça. Au Mexique, on traite les personnes âgées avec beaucoup de respect et c'était par respect que je les laissais passer. Je ne comprenais rien qu'est-ce qu'elle me disait, mais elle était énervée. Et je ne comprenais pas pourquoi elle me criait. Jusqu'à que j'ai demandé à mon mari, et il m'a dit, elle dit que tu la traites comme une vieille et qu'elle n'est pas vieille, que tu passes et qu'elle se débrouille. Oh, c'est une réponse pour moi
que jamais j'aurais cru non plus entendre. Et là, j'ai compris, c'était le 12e jour que j'étais en France. J'ai dit, la culture, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Ok. Un petit mot de la fin, peut-être? Merci, Eric, de m'avoir interviewé. Et tu fais partie de mes amis chers. Hein. Merci. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Après ce témoignage de quelqu'un qui a quitté son pays par amour, voici celui d'un Christian, animateur de l'émission alternative, qui est parti pour des raisons absolument différentes, et qui, paradoxalement, a quitté son pays pour redécouvrir sa culture et nous la faire partager pour notre plus grand plaisir avec ses émissions alternatives. Juste après, je me ferai le plaisir de vous donner à entendre Heureux qui comme Ulysse, celui qui, comme Christian, a fait un beau voyage. Voilà, tout de suite le témoignage de Christian. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Pas de souci, je m'appelle Christian Andriamapandre, ça c'est la façon malgache de prononcer mon nom, Andriamapandre. Autrement on dit Andriamapandri. Donc pour certaines personnes qui connaissent un petit peu cette consonance, c'est originaire de Madagascar. Et donc je suis parti de Madagascar après le bac. Et j'ai suivi tout mon cursus universitaire en France, donc je suis docteur en biologie moléculaire et cellulaire. J'ai été pendant une vingtaine d'années chercheur à la faculté de médecine. Et ensuite, j'ai fondé une entreprise, toujours dans le même domaine des sciences de la vie. Et en même temps, j'enseigne la biologie. Et à côté de ça, j'ai une activité associative. Donc je suis président de l'association alternative qui promeut la culture malgache en Alsace, sous toutes ses formes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du personnage. Après, on va pas rentrer dans les détails, mais si, je suis marié, j'ai 2 enfants, voilà, et 2 petites filles. Voilà. Et tu lis des contes des fois pour les animations de la ville de Strasbourg. Exactement, donc des contes. Alors, je me suis mis au conte il y a pas très longtemps en fait, grâce à une collaboration avec la Caresse finalement. Parce qu'on a écrit un conte qui s'appelle Fara et la forêt des enfants avec un grand artiste malgache qui s'appelle Justin Valli. Et ce conte, c'est un conte musical. Et dans ce conte, on raconte un petit peu la sauvegarde ou la préservation des forêts primaires à Madagascar. En fait, c'est juste un prétexte, tout simplement parce que ce problème-là, c'est un problème mondial. Le problème de la perte de ces forêts, est-ce que ça a comme conséquence au niveau climatique, parce que ça c'est important aujourd'hui. Et donc on a écrit ce conte pour sensibiliser les gens sur ce problème-là. Mmh. Oui, puis après les forêts c'est aussi des grands lieux de la biodiversité. Sans ça, Exactement. En fait, ce conte il se passe dans une région de Madagascar qui se trouve dans le nord-est, qui s'appelle la forêt de Machwal. Une forêt qui existe vraiment, c'est la dernière forêt primaire qui existe à Madagascar, où on a toute cette biodiversité, tant au niveau de la faune que de la flore. Et il serait dommage qu'on voit disparaître cette partie-là, parce que c'est un laboratoire à ciel ouvert finalement, parce que tous les principes actifs des médicaments qu'on utilise aujourd'hui chez nous, ici, viennent finalement des plantes. Et à Madagascar, tout le monde le reconnaît. C'est que là, on a un laboratoire à ciel ouvert où on a vraiment une diversité de plantes et qui ne sont pas encore répertoriées complètement. Donc il y a encore des choses à découvrir. Si jamais tout cela devait disparaître, eh bien, on serait un petit peu, pour utiliser un terme un peu mal barré, quoi. Et du coup, tu as dit que tu viens de Madagascar, mais quelles sont les raisons qui t'ont amené en France? Les raisons qui m'ont emmené en France. Ça, il faut demander à papa et maman. Oui, parce que moi, j'ai eu mon bac à Madagascar, je me suis inscrit en première année de médecine chez nous. Mais il faut dire qu'à Madagascar, les études universitaires, on va pas très loin. À cette époque-là, au-delà de la licence, c'était compliqué.
Et donc la plupart des étudiants malgaches, ils partent en France tout simplement, puisque pour aller plus loin dans leurs études, faire un doctorat à l'époque à Madagascar, c'était impossible. Donc papa et maman ont décidé un beau jour, un beau matin, mon fils, tu pars. Je voulais pas. J'avais mes amis, j'avais mes habitudes, j'avais ma vie là-bas. Et donc c'était un coup dur, hein, il faut le dire. Hein. C'était pas une volonté personnelle, une décision personnelle. Mais on écoute ses parents, donc on est parti. Je suis parti donc faire mes études de biologie à Strasbourg jusqu'au bout. Voilà, il y a pas de raison particulière. Ouais, mais est-ce que, du coup, j'ai quand même une question. Est-ce qu'il y a des raisons particulières est-ce qu'il y a des liens particuliers entre Madagascar et la France qui font que... Surtout entre Madagascar et l'Alsace. C'est une longue histoire d'amour. La faculté de médecine ici est jumelée à la faculté de médecine de Tananarive, par exemple, qui est la capitale à Madagascar. Depuis des années, il y a des professeurs en médecine à la faculté de médecine ici qui sont chargés de cours à Madagascar depuis des années. Et donc, il y a ce lien-là qui fait que c'est pas par hasard si je suis à Strasbourg, c'est à cause ou grâce à ça. J'ai bien sûr postulé à Paris, à Bordeaux, à Montpellier et à Strasbourg, mais c'est Strasbourg qui m'a accepté. Alors, je ne sais pas s'il y a derrière un lien avec le fait qu'il y ait cette relation entre les deux facultés, mais voilà, il y a une grosse histoire d'amour. Ma voisine, quand j'étais tout petit, je suis né à Fort-Dauphin, donc à une ville qui est au sud-est de Madagascar. Ma voisine était une Alsacienne. D'accord. Donc, le yes et Scott et tout ça, c'est déjà rentré. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a la langue aussi à Madagascar. Vous apprenez aussi, vous parlez français aussi nous, on a étudié en français pendant la maternelle, la primaire, le secondaire. Nos études étaient en français jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y a eu la révolution estudiantine en 1972, le 13 mai exactement, bientôt, l'anniversaire, où on a exigé la malgachisation de l'enseignement parce qu'on voulait plus cette mainmise finalement du programme français. Parce que moi, quand j'ai étudié, c'est mes ancêtres les Gaulois. Oui. L'histoire de mon pays, la géographie, tout ça, moi, je connaissais pas du tout. C'est une fois arrivé en France que je me suis dit, mais je connais rien de Madagascar. D'où la création de l'association alternative, la culture malgache, etc., etc. On se rend compte qu'on est passé à côté de beaucoup de choses une fois qu'on est parti loin. Voilà, on se rend compte de tout ça et on essaye finalement de faire connaître aux générations futures, ici, la première, la deuxième, la troisième génération qui sont venues après, ce qu'est Madagascar. C'est un gros boulot. Mais nous, à l'époque, à Madagascar, le malgache, c'était une langue au même titre que l'anglais. La première langue, c'était le français. Et après, à un certain niveau au lycée, on apprenait le malgache alors que nous sommes à Madagascar. D'accord. Vous avez parlé même pas le malgache entre vous dans les... À la maison, on parlait plutôt français. On parlait aussi malgache. Je parle très mal malgache. Enfin, très mal. Je parle malgache. Mais c'est pas le malgache académique, c'est le malgache parlé. C'est-à-dire, c'est un mélange de malgache et de français. Hein, c'est un peu créolisé comme ça. Mais il existe une langue malgache officielle que je m'efforce aujourd'hui de parler. Tenir une conversation, c'est très fatigant. C'est au même titre que l'anglais finalement. Je parle aussi anglais, mais je parle même mieux l'anglais que ma langue maternelle. On pourrait donner l'exemple qui parlera à nos auditeurs, c'est un peu comme l'alsacien en Alsace, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est terrible quand on s'en rend compte. De l'acculturation, de toute cette partie de notre vie, finalement, on est passé à côté de quelque chose d'important. Aujourd'hui, heureusement, la jeune génération à Madagascar s'intéresse un peu plus de ce qui se passe à Madagascar qu'à l'extérieur. Ils s'intéressent à la faune, à la flore, et c'est une bonne chose, de manière à ce qu'ils se rendent compte que la richesse, finalement, leur richesse, c'est leur terre, c'est ce qu'ils ont sous leurs pieds, et c'est pas autre chose. Madagascar est un pays très 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 pauvre. Paradoxalement, ils ont une richesse intérieure dans le sous-sol et l'âme des Malgaches très riche, très très riche. Donc il faut qu'ils s'en rendent compte parce que
moi je suis à la fois heureux et malheureux. Heureux parce que j'ai une vie ici, une vie de famille, une vie, voilà. Malheureux aussi parce que je me rends compte qu'il y a tout un pan de mon existence que je dois redécouvrir. Donc, c'est ça. D'accord. Et du coup, quelles ont été les étapes, les épreuves aussi, s'il y en a eu, que tu as rencontrées pour t'établir en France? Oula, grande question. Déjà comme étudiant étranger, j'imagine que ça ne devait pas être facile. Comment? C'est en quelle année que tu es arrivé? Ah, je suis arrivé en 1978. D'accord. Voilà, 1978. Je suis arrivé en France. Heureusement que j'avais une cousine ici qui m'a accueilli, parce qu'autrement, arriver tout seul sans connaissance, etc. En plus, je suis arrivé en hiver. C'est pas évident. Si je me rappelle bien, Madagascar, c'est pas très loin de l'équateur. Hein? Madagascar, c'est pas très loin de l'équateur, si je me rappelle bien. C'est tropique du Capricorne, c'est le sud. Là où je suis né, en hiver il fait 24 degrés et en été il fait 30 degrés, quoi. Et c'est pas. Et donc je suis arrivé ici en hiver. Un peu insouciant, un peu sonné aussi parce que j'arrive dans l'inconnu. J'ai jamais mis les pieds en France. Donc, je ne sais pas comment fonctionne cette société. J'en ai entendu parler. Hein. J'ai des images. Mais ça correspondait absolument pas à la réalité une fois arrivé ici. Et toutes les difficultés pour un jeune homme de 20 ans, devoir se débrouiller avec l'administration, avec plein de choses que j'ai jamais fait. Ma vie à Madagascar, c'était l'insouciance. J'étais fils de médecin, mes deux parents, même papa et maman étaient médecins, donc j'étais à une famille assez aisée. Bon, c'est pas du tout, me débrouiller comme ça. Et une des difficultés pour moi, c'est déjà d'arriver à me prendre en charge. Au-delà du fait que je suis dans un monde que je ne connais pas. Me prendre en charge, dans tous les sens du terme. Oui, se prendre en charge dans un monde qu'on ne connaît pas. C'est un gros morceau. Il m'a fallu pratiquement 1 an, voire 2 ans, avant d'arriver à avoir la tête hors de l'eau. Je dis, je me débrouille. Heureusement, 1 an après, 1 an et demi après, il y a donc ma femme aujourd'hui qui était en fait, on était déjà ensemble au lycée. Donc elle est venue me rejoindre, ça a un petit peu allégé les choses, adouci les choses. Et donc à 2 c'est mieux. Et donc on a pu affronter les choses. Alors les difficultés c'est quoi? C'est la préfecture évidemment, carte de séjour, des tas d'informations qu'il faut fournir pour avoir cette carte de séjour pour l'année universitaire. Il faut faire ça tous les ans. C'est pas évident. Des justificatifs de ressources, etc., etc. Enfin bon, je passe les détails, mais juste avant la rentrée, c'est toute une galère pour faire la queue à la préfecture, pour avoir ce sésame, pour pouvoir continuer à faire ses études. Il faut dire une chose, quand je suis arrivé ici, l'objectif, c'était de faire des études, rien d'autre. Donc, les parents se saignaient là-bas pour nous envoyer un peu d'argent. J'étais pas boursier. Et le seul objectif, c'était faire des études, le plus loin possible. Et de rentrer à Madagascar. C'est l'objectif. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que l'argent que les parents envoyaient, c'était pas suffisant, forcément. Donc, à un moment donné, il faut trouver un peu de boulot pendant l'été. Et en tant qu'étranger, avec une carte, même pas de résident, mais de carte de séjour, essayer de trouver un boulot pendant l'été, il faut y aller. Mais au bout de quelques années, on a trouvé finalement pas des combines, mais une façon de trouver du boulot. Donc finalement, j'ai trouvé assez facilement du boulot. Ce qui nous a permis de tenir pendant un moment, pendant l'année universitaire, en complément de ce que les parents envoyaient. Et on a vécu comme ça pendant un certain nombre d'années. Et puis, petit à petit, ça s'est amélioré. Et puis, finalement, on s'est installé. Oui. Voilà. Finalement, l'hiver aussi, on s'est habitué. Exactement.
Alors, comment est-ce que vous avez été accueilli par les autochtones, les indigènes de la République française? Ah là là. Non, mais on n'a pas eu beaucoup de contacts en fait avec les indigènes de la République française, à part l'administration. Mais en dehors de ça, on était accueillis. Il y avait à l'époque une communauté malgache, donc une association qui accueillait les jeunes arrivants pour essayer de les guider un petit peu dans leur démarche. Heureusement qu'il y avait ça. Donc on était plutôt dans une espèce de communauté, sans que ça ait une consonance péjorative. Hein, mais on se sentait bien là parce qu'on était soutenus. Après, on s'est ouvert petit à petit à l'extérieur. Mais en fait, les Alsaciens, ils sont méfiants de l'étranger. Mais une fois que les Alsaciens vous connaissent, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, ils vous adoptent et là, c'est à vie. C'est à vie. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est quelque part aussi, c'était à nous d'aller à leur rencontre. Oui, après d'expérience, je sais que les Alsaciens, moi je suis Lorrain, je suis originaire de Lorraine aussi, et les Alsaciens, les Français ou les Lorrains, on a moins de difficultés, mais on a à peu près le même type de difficultés à rencontrer que c'est ça. Pour se faire accepter en Alsace, quoi. Oui, les Français, c'est les Rosselbecker, comme on dit. Mais voilà, c'est ce qui m'a marqué. C'est une fois qu'on a fait ce pas, un petit pas vers les autochtones, les indigènes. Tout se passe bien. Tout se passe bien. J'ai côtoyé le monde ouvrier pendant cette période où j'étais étudiant, pendant l'été. Et voilà, il faut simplement comprendre leur situation, qu'ils nous comprennent, nous, pourquoi on est là, et tout se passe bien. Il faut surtout pas se dire, être méfiant aussi de notre part, en disant, oui, oh là là, on va pas se mélanger avec vous parce qu'on n'a pas les mêmes religions, on n'a pas les mêmes ceci, même cela. On met tout ça de côté, et puis voilà, ça se passe très bien. D'accord, mais c'est bien. Du coup, est-ce que tu as le sentiment d'avoir ta place dans notre société? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Ça a mis beaucoup de temps? Ça a mis beaucoup de temps. C'est un travail sur moi-même déjà, pour me dire j'ai ma place. Me convaincre que j'ai ma place. Parce que le malgache, c'est pas un complexe d'infériorité. Peut-être un petit peu parce qu'on a été un peuple colonisé, peut-être. Mais on est de nature timide, réservé, on se met en arrière, on se met pas trop en avant. Et donc on ne croit jamais, la plupart du temps on se dit je suis pas légitime dans ce que je fais, je suis pas crédible. Mais c'est un travail à faire individuellement, personnellement, et petit à petit, finalement, à travers les actions que j'ai faites, à partir de mon parcours, quand j'analyse j'y ai ma place totalement. La preuve en est, c'est que je suis aujourd'hui conseiller municipal dans ma commune. Donc il y a quelque part une intégration, même une participation à cette vie dans le village, au niveau de la commune, qui fait que oui, moi je suis légitime là où je suis, je me sens à ma place, oui, effectivement, aujourd'hui. Mais c'est un chemin, c'est long. Parce qu'il y a un chemin semé d'embûches où de temps en temps on vous rappelle d'où vous venez, qui vous êtes, que vous êtes pas vraiment là où vous devez être, que vous mangez le pain des gens, etc., etc. C'est des phrases que j'ai entendues souvent, aujourd'hui plus vraiment. Donc c'est possible, mais il y a aussi une volonté de la personne à s'intégrer. En fait, c'est ça le souci aujourd'hui quand je vois un petit peu les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Il y a aussi la responsabilité de s'ouvrir, de se dire, voilà, je suis en France, je suis français autant que vous. Et donc, il faut qu'on se comprenne et qu'on s'accepte l'un l'autre. À partir de ce moment-là, si on a cet état d'esprit, je pense que les choses ne peuvent qu'aller bien. Oui. Mais du coup, il y a aussi la nécessité de faire ses preuves à un moment ou pas? Absolument. Moi, j'ai fait 20 ans de recherche à la faculté de médecine où il a fallu montrer qu'on était meilleur que l'autre parce que j'étais pas le seul étudiant doctorant à l'époque.
jusqu'à la présentation de la thèse. Et après la thèse, une fois qu'on a présenté sa thèse, normalement on est poussé par son laboratoire pour occuper un poste. On était en concurrence avec d'autres, excusez-moi, des blancs. Et donc forcément la préférence, voilà, il y a des choses comme ça. Mais après on trouve des chemins un petit peu détournés pour arriver quand même à ses fins. Après mon doctorat, je suis parti au Canada pour faire un stage postdoctoral. Donc j'ai pu faire un petit peu tout ça, malgré les barrières qui se sont dressées un petit peu. Mais je me suis dit, c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est comme un bateau qui n'a pas le vent dans le dos, on est obligé de louvoyer. Exactement, oui, il faut ramer. Il faut ramer. Ah ouais, même louvoyer, il fait zigzag. C'est ça. Il y a plusieurs façons d'arriver à un but. C'est pas forcément la ligne droite, linéaire, mais on peut trouver d'autres chemins. Voilà. Un exemple, une belle rencontre? Une belle rencontre. Je dirais c'est plutôt du côté pas du tout professionnel, mais plus côté artistique. Parce qu'à côté de tout ce que je viens de vous raconter, je dirais pas que je suis artiste, mais je chante, je joue de la guitare, j'ai fondé des groupes et c'est la rencontre avec des stars malgaches de la chanson, et en particulier une personne qui s'appelle Justin Valli, qui est devenu un ami depuis, et on travaille ensemble sur des événements. Et c'est cette rencontre-là qui m'a un petit peu, comment dire ça, enrichi artistiquement, humainement, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la grosse tête, malgré l'aura qu'il a. C'est quelqu'un qui est un ambassadeur de la musique malgache, et en particulier sur la pratique de la valia. La valia, c'est un instrument emblématique de Madagascar, traditionnel, et ce monsieur a fait le tour du monde avec cet instrument-là. Et la rencontre avec ce monsieur, jusqu'à aujourd'hui, m'a vraiment enrichi, et autant artistiquement que personnellement. Donc voilà, c'est des rencontres comme ça. Professionnellement, toutes les rencontres que j'ai faites, je les ai provoquées. Donc c'est pas... Il n'y avait rien de magique, on va dire. Ah ouais. Ouais. Et pour finir, peut-être une mauvaise expérience? Mauvaise expérience. Mauvaise expérience. Je cherche, il y en a beaucoup. Mais une expérience qui m'a marqué, c'est quand j'ai pris possession de la clé de mon appartement. Donc avec mon épouse, on a acheté cet appartement, puis on est venu pour la réception. Et c'est dans un immeuble, un petit collectif, et puis un des propriétaires qui était avec nous vient à notre rencontre et puis nous dit « Ah, monsieur, dame, vous venez pour le ménage ?» Ok. Ça nous a marqué. Ça nous a marqué. Je dis « Mais attends, pourquoi Pourquoi tant de préjugés, c'est blessant. » Donc ça, c'est... Au-delà de ça, on relativise beaucoup. Mais ça, c'était vraiment c'était vraiment, ça faisait mal. Voilà, c'est... Je peux en raconter d'autres, mais cette expérience-là, c'est... Oui, elle est significative, on va dire. Ah, oui. Voilà. Un petit mot pour finir, peut-être? Ce que j'espère, en fait, notre but, là, je fais parler de notre association alternative, qui est avec la Caresse, mais notre but, c'est de fédérer un petit peu toutes ces associations malgaches. Il y en a beaucoup au Strasbourg, en Alsace, mais surtout à Strasbourg, de créer un de ces jours, une journée dédiée à Madagascar, où tout le monde, enfin toutes ces associations travaillent main dans la main pour, pendant toute une journée, montrer les différents aspects de la culture malgache. C'est un rêve qu'on nous avons, mais pour l'instant c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où quand on essaie de faire quelque chose de structuré dans les règles de l'art,
les Malgaches sont encore trop méfiants. Ils se disent mais pourquoi ils font ça? C'est pour avoir de l'argent, c'est pour... Ils sont pas encore dans cet état d'esprit. Ben écoutez, on va travailler ensemble, on va essayer de créer quelque chose de bien. Donc on a essayé une fois de réunir ces gens-là. Et le jour de la réunion, il y a eu 2-3 personnes qui sont venues. Donc on s'est dit bon, d'accord, on réessayera un autre jour, mais voilà, ça c'est le mot de la fin pour moi, c'est d'arriver à ça. Voilà. Qu'un jour, il y a une journée. Chaque année, on va célébrer Madagascar avec toute la culture, la diversité de sa culture. Voilà. D'accord, ben merci. Mais je t'en prie. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Voilà. Enfin, nous allons avoir le dernier témoignage. Enfin, quand je dis le dernier témoignage, c'est les deux derniers témoignages de cette journée. Pour entendre celui de Lydia et Inès. Lydia que vous connaissez fort bien puisqu'elle prend régulièrement le micro le dimanche. Et j'ai choisi de finir leur interview enregistrée au Goudaïdir, place d'Austerlitz, par la chanson Je taille ma route de Manu Chao. Parce que j'ai cru comprendre que leur envie de migration est venue d'un besoin de créer leur propre chemin et de prendre en main leur propre destin. Alors, je vous donne à entendre le témoignage de Lydia et Inès. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour Eric, je m'appelle Lydia, j'ai 28 ans, j'habite à Strasbourg et maintenant je travaille dans le service RH d'une société qui s'appelle Chemet GLI. Avant, j'étais coordinatrice du projet à l'association AMSET. Bonjour Eric, je m'appelle Inès, j'habite à Haguenau, j'ai 38 ans. Je suis une copine à Lydia et je travaille dans un magasin à Haguenau. D'accord, alors d'où êtes-vous originaire? Donc moi je suis polonaise, je suis née en Pologne, j'ai vécu jusqu'à mes 19 ans en Pologne. Ensuite je suis partie vivre en France. Pour moi, je suis tunisienne. J'ai décidé à venir en France à mes 30 ans. Et du coup, c'est pour terminer mes études de master. Après, j'ai décidé de m'installer à Strasbourg. D'accord. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont amené en France et en quelle année? Donc moi, ça va faire bientôt 10 ans que j'habite en France. Je suis venue en 2013. Pourquoi C'était assez, peut-être par hasard ou pas par hasard, je dirais. En fait, quand j'étais au lycée, j'étais en échange de jeunes à Nancy. J'ai passé 2 semaines à Nancy, on a fait les activités à l'école, etc. Et on avait fait une journée à Strasbourg, on avait visité Strasbourg, on avait un débat au Parlement européen. Et ensuite, pendant le temps libre, je me baladais à la Petite France avec mes copines. On a découvert la belle cathédrale. On était posés juste devant, toutes les trois, à l'âge de 16 ans. Et on s'est dit, quand on va finir le bac, on va revenir ici et faire les études à Strasbourg. Et donc moi, ça a vraiment resté dans ma tête. Je suis rentrée en Pologne, j'ai eu encore le lycée à finir. J'ai fini le lycée, j'ai fini mon bac. Et là, je viens voir mes copines. Je dis, allez les filles, il faut qu'on se prépare. On va partir à Strasbourg. Le bac c'est fait, là, les prochaines étapes c'est Strasbourg. Et là donc mes copines malheureusement ils m'ont abandonné. Moi j'ai pas abandonné l'idée. Je me suis donc inscrite à faire un peu de cours de français aussi pour avoir quelques bases, notions. Et j'ai pris ma valise. Je suis venue à Strasbourg pour la raison d'y étudier. Mais au début, je savais même pas exactement ce que je voulais étudier. L'idée principale, c'était vraiment de partir de Pologne et découvrir un autre monde, découvrir un autre pays, découvrir une autre ville. Et c'était un peu un choix de cœur parce que vraiment, on peut dire, je suis tombée amoureuse de Strasbourg le premier jour que j'y étais.
Bon, par rapport à moi, j'ai terminé un master de recherche en arts plastiques en Tunisie. Après, je cherchais du travail. Le seule porte qui s'est ouverte, c'était les centres d'appel. J'ai travaillé avec deux grands fournisseurs de téléphonie, c'était Orange et SFR. Avec les sociétés, deux grands fournisseurs de téléphonie, c'était Orange et SFR. Avec les sociétés de télécommunications, téléperformance, stream et tout ça. Après, un jour, ma sœur, qui habitait déjà à Strasbourg, elle faisait ses études d'ingénierie à l'EPCM de Strasbourg. Elle m'a donné l'idée, pourquoi pas, tu viens pas terminer un master ou bien un doctorat à Strasbourg. Elle m'a pris un billet. Je suis allée à Strasbourg pour visiter pendant une semaine. J'ai rencontré des artistes. J'ai fait la visite de la ville, des ateliers d'artistes, de musées et tout ça. Et j'étais très impressionnée. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Après mon retour, j'ai commencé à préparer les papiers pour venir à Strasbourg. Du coup, j'ai passé par Campus France, j'ai fait les tests de français, j'ai réussi avec un niveau C2 en français. Du coup, ce qui me permettait d'être acceptée dans plusieurs facultés d'art à Strasbourg, ça veut dire en France en général. Et du coup, après, ça veut dire là, ça fait presque 8 ans que je suis là à Strasbourg. J'ai terminé un master, j'ai refait un master de recherche en arts plastiques parce que mon master qui était déjà terminé en Tunisie et c'était pas suffisant déjà. Du coup, il fallait que je refasse 2 ans de master pour attaquer après le doctorat. Du coup, j'ai fait le master. Après, pour travailler tout ça, je suis pas française. Du coup, pour passer les concours pour travailler ou bien pour faire quoi que ce soit, c'était pas possible. Après, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés avec la ville de Strasbourg comme gardien de les musées de Strasbourg. Après, j'ai fait animatrice dans les écoles. Ça veut dire c'était les boulots de bouche, c'est-à-dire qu'ils étaient disponibles pour quelqu'un qui a terminé un master et après il n'a pas la nationalité française. Du coup, il n'a pas vraiment le choix pour travailler. D'accord. Du coup, Lydia, quelles sont les étapes et les épreuves que tu as rencontrées pour t'établir en France? Donc les étapes, je dirais peut-être que déjà, voilà, c'est ce qui est important à dire. Je pense qu'avec ma nationalité européenne, en tant que polonaise, j'ai pu sauter cette étape, voilà, toutes les démarches pour la demande de papier, de visa. Ça, c'était une étape qui ne me concernait pas et que je l'ai beaucoup ressenti en arrivant ici, en voyant tous mes amis non-européens qu'ils galéraient beaucoup plus pour y arriver. Pour moi, c'était très facile. Donc, la première étape, voilà, c'était de venir. Je n'étais pas hyper organisée. Du coup, j'ai fait tout sur place. Je n'ai pas vraiment préparé en amont mon arrivée. Donc, la première étape, c'était d'abord de venir à l'université, de s'inscrire à la fac. Donc, tout au début, j'ai choisi les facultés de la langue japonaise, que ensuite j'ai pas vraiment continué, mais les premières étapes, c'était vraiment de s'inscrire à l'université. C'était ça mon but. Là, j'avais déjà mes inscriptions. Au début, donc, j'ai habité dans une auberge de jeunesse. En cherchant en même temps donc un appartement. Et donc ça, je dirais que c'était une prochaine étape, c'était de trouver une maison ou un appartement où dormir. Et bien là, une grande épreuve parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. En plus, je parlais pas très bien français. J'ai appelé
J'ai appelé, je parlais en anglais, on parlait avec le propriétaire, du coup c'était vraiment impossible. Et donc je dirais que la deuxième étape, peut-être après les inscriptions, le plus important c'était quand je trouvais l'appart. Là je me suis dit ouf, j'ai où dormir enfin, parce que c'est ça ce qui nous donne un peu le sentiment de sécurité, de stabilité, c'est quand même hyper important. Donc voilà, d'abord d'abord les inscriptions à l'université, ensuite l'effet de trouver un appartement. Voilà, ensuite la vie elle a commencé un peu à rouler, et les prochaines étapes peut-être pour vraiment aussi m'établir et me dire voilà, je vis ici, je suis d'ici, c'était de commencer à travailler. Donc d'abord avec le stage pendant mon master, les stages, les services civiques, et ensuite donc voilà le premier poste que j'ai eu donc après mon master, où je commençais à travailler donc comme chargée de projet, coordinatrice à l'association AMSED. Et voilà, maintenant je pense que c'est un peu les 3 étapes principales pour m'installer ici. Bon, par rapport à moi, c'était un peu drôle parce que pour avoir le visa pour venir en France comme étant étudiant, en fait, j'ai fait 4 demandes de visa à les TLS. Ils ont refusé 4 fois. Le TLS, c'est l'ambassade de France ? En fait, en Tunisie, on passe par le TLS, hein, c'est plus par l'ambassade de la France. Et du coup, c'est tout un organisme qui accepte même pour d'autres visas. En fait, c'est eux qui acceptent ou refusent votre demande. Et du coup, ils font un timbre, c'est-à-dire un tampon d'annulation de la demande de visa. Et à chaque fois, c'était pour une raison, c'est-à-dire différente. Et à la fin, on m'a dit en Campus France, ils ont éclaté la vérité. Bon, à 30 ans, qu'est-ce que vous allez faire en France ? C'était ça leur question. Du coup, on m'a demandé d'avoir au moins 10 000 euros dans mon compte en France. J'avais 10 000 euros en compte en France. J'avais un garant qui est ma sœur, qui a déjà commencé à travailler en Allemagne. Chez Mercedes. Et du coup, j'avais déjà un logement en France. J'avais tout, quoi. J'avais toutes les choses. Et il y a les facultés des arts à Strasbourg qui ont accepté déjà ma candidature. Du coup, je ne sais pas pourquoi ils ont refusé. Après, il fallait avoir déjà, avant d'être accepté en Campus France, il fallait passer un test français. Pour faire le master, par exemple, il faut un niveau C1, B2. Et du coup, moi, j'ai eu un C2. Du coup, c'était très bien. Après, quand ils ont refusé et tout ça, je me suis dit, bon, je vais faire je vais prendre des cours de langue en Allemagne. Bon, la situation avec l'ambassade d'Allemagne, c'était meilleure. Du coup, ils ont accepté dès la première fois. J'ai commencé mes cours de langue et en même temps je faisais mes études à Strasbourg à la faculté des arts de Strasbourg. Et du coup j'ai alterné comme ça après, puisque lorsque vous avez une carte séjour allemande, vous n'avez pas le droit de rester plus que 3 mois. Et du coup là je me suis dit il faut que je voie comment avoir une carte séjour étudiant à Strasbourg, en France. Et du coup, j'ai galéré au début. Ça veut dire, mes études, il y avait des cours que je ne pouvais pas venir. J'ai eu très peur et tout ça. Après, j'ai insisté pour aller à la préfecture, pour demander les papiers, pour fournir les papiers. J'avais tout est correct. Mes profs, ils ont même assuré. Ça veut dire, ils ont écrit des lettres recommandées à la préfecture pour leur dire que je suis une étudiante assidue, que je suis venue pour étudier, que tout était correct, que mes notes étaient correctes aussi. Et du coup, là, avec plusieurs mois, on va dire, ils ont accepté mon dossier. Après, j'ai passé par l'OFI, visite médicale, le timbre, tout. J'ai eu
mon premier titre de séjour. Ce qui était bizarre, c'est que c'est ce qui est noté sur c'est-à-dire sur le titre de séjour, c'était marqué date d'entrée 0001 2016. Pourtant, j'étudie à Strasbourg depuis le 23 octobre 2015. D'accord, oui, c'est une erreur administrative, quoi. Je sais pas, bon, je pose la question. Et moi, si je pourrais juste encore ajouter, parce que je pense que j'ai sauté un peu une étape importante, c'était l'apprentissage de la langue, en fait. C'était, donc, comme j'avais dit, j'ai commencé avec la licence de japonais que j'ai abandonné, je pense, la 12e semaine déjà, parce que j'ai constaté que non, il faut d'abord apprendre la langue. Et donc c'est là que j'ai pris vraiment une année entière à étudier français. Et je pense que c'est là vraiment une étape hyper importante quand on commence déjà. Donc il y avait je pense qu'après 3 premiers mois, on commence déjà à ne plus avoir ces blocages. On commence à parler, on commence à comprendre de plus en plus. Après 1 an, après 2 ans, je pense que c'est une étape aussi très importante à souligner pour m'établir en France. Et au niveau des difficultés, est-ce que vous avez rencontré des problèmes parce qu'il s'agit des codes culturels qui étaient différents en France et dans votre pays? En fait, Strasbourg, pour moi, Strasbourg, c'était surtout l'endroit où j'étudiais. J'étudiais déjà dans un palais universitaire. C'était le palais universitaire de Strasbourg, avec ses histoires, avec ce qui s'est passé dedans et tout ça. Déjà, j'étais un peu étonnée, étudier déjà dans un palais. C'était magique. Au niveau du Neustadt et tout ça, c'était une architecture très intéressante. C'était les musées aussi, ça parle. Il y a le musée historique de Strasbourg aussi qui raconte un peu l'histoire de Strasbourg et du Bas-Rhin en général. Et du coup, oui, l'histoire, c'est très intéressant en fait de cet endroit-là. Et du coup, chez moi en Tunisie, en fait, il y a des bâtiments, une architecture qui était bâtie par la France pendant la colonisation française de la Tunisie. Et du coup, ça me rappelle un peu chez moi. Du coup, c'est ça. Mais vraiment, comme disent tout le monde, Strasbourg, mon amour. Oui, rien que pour les difficultés, au niveau de peut-être code culturel, j'essaie un peu de trouver des exemples de choses qui m'ont peut-être choqué ou surpris. Je ne trouve pas là comme ça tout de suite. Je pense que des choses un peu, des choses qu'on remarque un peu ici en arrivant. Quand t'es pas alsacien, par exemple. Quand t'es pas alsacienne, par exemple. Et là, il y a presque plus d'Alsaciens que d'étrangers. Pourtant, on est dans une ville d'étudiants, en fait. C'est quoi, par exemple, comment tu te sentais lorsque tu étais étrangère, ton français n'était pas au top, et tu dois quand même vivre, ou bien même étudier avec des Alsaciens, ou bien faire des courses chez des Alsaciens et tout ça. Comment ça a été, par exemple? Pour moi, c'était toujours très, très enrichissant plutôt, et je prenais plaisir de rencontrer, de découvrir des Alsaciens. Donc, mais au niveau de la langue, bien sûr, là, on a beaucoup de difficultés. Parfois, en plus, moi, parfois, ce qui me saoulait un peu, c'est que je me disais que je dis bonjour, mais bien sûr, je le dis avec un accent. Mais je voulais parler français parce que là, je me suis dit, je parle déjà français. Et les gens, parfois, ils commencent à me parler en anglais. Sauf que quand je voulais qu'ils me parlent en anglais, tout au début, personne ne me parlait en anglais. Et après, une fois, quand je voulais parler en français, là, parfois, voilà, on sent que dès que t'as pas un accent, t'as un petit accent étranger, mais là, voilà, peut-être parfois
on ne veut pas parler avec toi en français. Mais donc là, moi, c'était la langue, je dirais, la difficulté. Après, vraiment, au niveau de logement, moi, c'est ça que je critique toujours le plus, parce que déjà pour trouver, mais c'était impossible. C'était possible parce que j'ai réussi, mais c'était vraiment un des seuls moments que j'ai eu, le seul moment en fait que j'ai eu vraiment, que j'ai pleuré. À un moment je me suis dit je veux rentrer en Pologne parce que j'arrivais pas vraiment à trouver, et c'était un peu la différence avec la Pologne et ici, toute cette procédure, le garant, etc. Parce que je sais qu'en Pologne, voilà, moi aussi j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance que mes parents, voilà, ils m'ont dit on va te payer le loyer au début et tout ça. Donc pareil, je voulais leur dire je vais payer 3 mois de loyer en avance, s'il vous plaît, louez-moi cet appart. Et c'était impossible parce que voilà, je leur dis mais j'ai les garants, voilà la question des garants aussi. Par exemple, je sais pas, j'avais mes parents, peut-être ils avaient des salaires polonais, donc c'était un peu, quand on calcule, c'est pas toujours top quoi. Mais j'ai ma tante qui travaille au Luxembourg, qui avait un très bon salaire. Je demandais est-ce qu'à l'heure ma tante elle paie de garant, elle habite là à 2 heures de Strasbourg, elle a un salaire en euros, elle travaille dans une banque européenne. Et non, impossible de trouver. Donc moi c'était vraiment sur la question de la langue et le logement que je galérais le plus, c'est les plus grandes difficultés. Et après au niveau du code culturel, voilà, j'essayais toujours, je suis assez ouvert d'esprit, donc peut-être qu'il y avait des choses un peu de nouveau tous les jours que je découvrais, mais comme un peu partout en fait, même en Pologne, tous les jours en fonction des personnes que je rencontrais, une famille d'un autre ça change déjà. Du coup si tu vas partir manger chez une copine et après chez une autre, ça va pas être la même chose. Du coup, je les vivais plutôt dans ce sens-là. Tu es européenne en fin de compte. Et en plus, c'est vrai que je viens du même continent, donc peut-être le code culturel, il se rapproche aussi. Bon, pour moi, pour les études, c'était ok parce que on était, c'est-à-dire, il y avait beaucoup de nationalités pendant mes études. Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'Alsaciens, on était beaucoup d'étrangers, ceux qui viennent de la Tunisie, ceux qui viennent de l'Afrique noire, ceux qui viennent de l'Asie et tout ça. On était multiculturels. Du coup, le souci en fait que j'ai trouvé peut-être en Alsace ici, c'est pour le travailler en fait, pour le travail. Du coup, vous n'êtes pas toujours le bienvenu quand vous êtes étranger, et il faut qu'il fasse, c'est-à-dire payer, je crois, payer des choses pour la préfecture, pour la directe par exemple, pour que tu puisses travailler et avoir par exemple une carte séjour, c'est-à-dire pas étudiant, c'est-à-dire pour pouvoir travailler. Et du coup, ça, je crois que c'est ça ça veut dire qui nous laisse pas le droit, c'est-à-dire de travailler. Je sais pas pourquoi ils ont peur, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a beaucoup d'étrangers là que je connais ici. Je connais beaucoup de Tunisiens qui travaillent dans des banques ici. Ils ont montré leur capacité d'apprendre, leur capacité de travailler, leur intelligence et tout ça. On a beaucoup de Tunisiens médecins qui sont en Europe en ce moment. En Allemagne aussi, ils sont en train de demander. J'ai juste ma sœur, quand elle était étudiante ici, à un certain moment, on lui a demandé d'avoir un garant. Et du coup, heureusement, là, je vais pas dire que les Alsaciens, c'est-à-dire ils sont tous méchants, non. Mais il y avait une dame alsacienne qui habitait à Reichstätt. C'est elle qui a décidé toute seule de faire garant à ma sœur. Imaginez, et pourtant ma sœur, ça faisait partie de l'élite, hein, ça veut dire elle est envoyée par l'État pour terminer des études supérieures en France. Et après, ma sœur, qui est devenue ingénieure en chimie et polymère à l'université ici de chimie, et du coup après, elle voulait travailler. Et elle n'a pas trouvé, ça veut dire, je sais pas, à chaque fois qu'elle passe un entretien, elle trouve que ses collègues qui avaient des moyennes peut-être moins qu'elle, mais qui étaient français, mais qui étaient embauchés. Et elle, heureusement qu'elle parlait allemand,
Elle a trouvé son boulot en Allemagne et maintenant elle est l'une des directrices chez Mercedes. Et du coup, c'est ça. Mais le problème, c'est juste au niveau du travail, c'est tout. Et du coup, comment est-ce que vous avez été accueillis par les autochtones, les indigènes de la République française ? Les indigènes de la République française. En plus, on a des indigènes de la République française, on a les indigènes aussi de l'Alsace. Qui sont pas forcément les mêmes. En plus, c'est ça aussi qu'on a découvert la différence. C'est ce que les Alsaciens aiment bien souligner. Voilà, qu'ils sont pas français, mais ils sont alsaciens. Il y a certains qui le disent. Et moi, je dirais que peut-être c'est vrai qu'au début, quand je me rappelle les premières années à la fac, mes amis c'était plutôt des étrangers. Donc il n'y avait pas beaucoup de Français dans mon groupe d'amis, c'était plutôt des étrangers. Je pense qu'il y avait différents facteurs qui ont fait que d'un côté la barrière linguistique sûrement, voilà, parce que je parlais pas très bien français, donc ça rendait plus difficile le contact et les échanges avec les indigènes de la République. Et deuxièmement, voilà, comme je me rappelle quand j'étais à la fac, voilà, souvent les Français, ils avaient déjà leur bande d'amis. Et donc voilà, automatiquement, nous les étrangers, on se retrouvait un peu les amis entre nous. Voilà, souvent, voilà, c'est par rapport aux Alsaciens, parce que je pense que c'est important aussi, on est tous à Strasbourg, donc les gens ici ils se sentent alsaciens, donc souvent, ils aimaient beaucoup souligner, mettre en avant leur culture alsacienne, que nous on est des Alsaciens. Moi au début je comprenais pas trop, parce qu'en fait en Pologne, je venais d'une région il n'y avait pas cette sentiment régional qui était si importante qu'ici. Mais je sais que même en Pologne, on a des régions aussi, comme Silésie, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, Silésie en français, voilà. Donc eux, souvent, ils vont dire un peu comme les Alsaciens que nous, on n'est pas vraiment des Polonais, on est des Silésiens. Donc, mais c'était, oui, j'étais un peu surprise. Et après, je pense que non, c'était plutôt quand même une fois que je commençais à parler la langue, voilà, maintenant j'ai des amis français, l'étranger, donc je ne fais pas grande différence. Mais oui, c'est vrai qu'au début c'est difficile. C'est difficile parce que, mais voilà, je pense que ça vient de deux côtés en fait. La rencontre, elle s'est fait un peu d'une manière difficile. Et après aussi la dernière fois, ça c'était là maintenant, donc ça fait quelques mois juste que j'ai changé de travail. Avant je travaillais dans une association à Strasbourg, maintenant je travaille dans une entreprise à Bischwiller où il y a beaucoup d'Alsaciens également. Et j'ai échangé avec mes collègues qui sont également alsaciennes. Et elle me disait que les Alsaciens, souvent, ils peuvent être assez froids au début. Et une fois qu'ils te connaissent bien, là, ils s'ouvrent et tu deviens tout de suite leur meilleur ami. Et je peux dire ça maintenant un peu avec le travail où là, j'ai commencé quelques mois. Et au début, je marchais dans le couloir où j'allais voir des collègues. Et je le sentis vraiment hyper froid avec moi. Et j'ai pas l'habitude en plus, j'essayais d'être gentille avec tout le monde. Et là, j'ai senti cette barrière entre nous. Et vraiment, quelques temps ils sont passés, ils ont appris à me connaître, qui je suis. Et là, pareil, ils sont devenus hyper chaleureux, hyper gentils avec moi. Donc voilà, et c'était ma collègue alsacienne qui m'avait dit que nous, les Alsaciens, on est comme ça. Donc voilà, les débuts peut-être un peu difficiles, mais quand on prend notre temps, ça se passe bien. C'est rigolo. C'est que j'avais un ami, j'avais des amis alsaciens et du coup, je sais pas si c'était une blague ou quoi. Et du coup, on m'a invité à manger chez l'un de mes collègues. Et du coup, sa maman, elle m'a invité à manger un plat alsacien. Et du coup, c'était rigolo parce que moi, que je mangeais pas, c'est-à-dire il y a des choses que je mangeais pas. Et du coup, elle nous a préparé une choucroute. Choucroute garnie normale ou Non, une choucroute garnie avec du porc. C'est ça, des saucisses de porc et tout ça. Et du coup, puisque j'étais la seule étrangère, eux, ils ont kiffé. Et je suis restée en train de les regarder manger et c'est tout.
C'est vrai C'était une blague, j'espère. Non, je pense même pas que c'était une blague. Je pense que de toute façon, la choucroute garnie et toutes les saucisses, c'est tellement emblématique de l'Alsace qu'elle a même pas pensé à pourtant, régime alimentaire. J'étais l'invité, quoi. C'est-à-dire, eux, ils étaient des habitués de la maison et moi, j'étais l'invité. Et du coup, ils m'ont invité à une choucroute. Mais c'est bien de découvrir les délices alsaciennes. Mais à part ça, j'adore par exemple beaucoup d'autres c'est-à-dire choses alsaciennes comme le foie gras. Ça, j'adore. Et j'ai des amis qui travaillent dans la cuisine qui m'ont fait goûter et vraiment c'est top. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir votre place dans notre société ? Ok, donc je dirais oui et non. D'une manière générale, oui, parce que ça fait presque, comme j'avais dit, ça fait presque 10 ans que je suis ici. J'ai mon appartement ici, j'ai mon travail ici, j'ai mes amis ici, j'ai toute ma vie ici. Je sais que même quand je vais maintenant en Pologne, je vais chez mes parents. Et quand je rentre ici, je rentre chez moi. Du coup, c'est déjà une des choses qui veut dire que voilà, je sens avoir ma place ici. J'étais engagée dans des associations. Là, je vois ma vie professionnelle ici. Donc, je sens à faire partie de cette société. Je sais que si j'ai une idée d'un projet, je peux essayer de le développer ici. Si je veux faire des choses ici, je peux les faire ici. Donc, oui, je me sens d'appartenir à cette société-là. Mais là, dernièrement, on a eu, par exemple, les élections présidentielles. Et là, j'ai pas pu voter. Et on était avec mes amis français, tout le monde discutait, ils vont voter pour qui, ils vont voter pour qui. Et là, je me suis sentie un peu moins de faire partie je me suis sentie écartée, voilà. Donc, ce droit au vote, je pense que voilà, c'est quelque chose qui nous met un peu à l'écart, voilà, qui est un peu quelque chose d'exclusif en fait pour des personnes vivant ici, surtout quand on vit ici en fait. Là, donc de plus en plus, je commence à me dire que voilà, pour appartenir entièrement à cette société, même si au début je sentais pas ce besoin-là, là je me dis que il faudra alors que je demande finalement cette nationalité française. C'est quelque chose que avant je considérais peut-être pas hyper important parce que je me disais c'est pas un papier qui va faire de moi là d'un côté une française. Et même je pense pas que pour tout de suite je vais me sentir d'être une française quand je vais avoir ces papiers, mais ça va me permettre vraiment de entièrement se sentir citoyen de la République avec tous les droits qui vont avec. Bon, par rapport à moi, actuellement j'habite en France, je travaille en France, je parle français depuis plus que 30 ans. Du coup, j'ai des amis français, mon copain c'est un français, la plupart de mes amis sont français, je travaille avec des français. Je vote pas encore. Mais oui, pourquoi pas un jour. On respire de l'air français. La France, elle nous a donné beaucoup de choses. Pour moi, là, elle m'a permis de faire mes études dans l'une des plus grandes écoles d'art en France, c'est à Strasbourg, au Palais universitaire de Strasbourg. Ça m'a permis de me reconstruire aussi. De rencontrer d'autres personnes, de rencontrer une autre culture. Je me suis pas laissé dessoudre totalement. J'ai gardé un peu ma culture, mais ça veut dire que puisque je viens d'une culture un peu panachée entre français et tunisien, du coup on a acquis beaucoup de choses. On a beaucoup d'acquisitions françaises, et du coup là ici je me sens plus française que tunisienne. Je sais pas pourquoi, mais vraiment j'aime la France, j'aime plus Strasbourg, et c'est ici que j'ai vu la neige pour la première fois. C'est ici que j'ai vu j'ai vécu le marché de Noël pour la première fois. C'est ici que j'ai rencontré des amis vraiment qui sont très chers à moi.
entre Français, entre Polonais, entre Marocains et tout ça. C'est ici que j'ai vraiment rencontré plusieurs artistes parce que c'est ici que vraiment l'art il vaut quelque chose. Chez moi, c'est pas encore le temps. Et du coup, je crois que c'est ici que je veux mourir. Je sais pas. Oui, et moi, si je peux encore ajouter aussi sur cette question d'appartenance un peu, c'est vrai que moi, je dirais pas encore de me sentir française, même loin d'être loin de là, mais par contre, strasbourgeoise entièrement. Là, vraiment, on se sent appartenir à cette ville. Là, vraiment, on sent qu'on fait partie de la société strasbourgeoise. Oui, ouais, j'avoue. Voilà. Est-ce que vous avez une mauvaise expérience à nous partager? Un moment où ça s'est pas bien passé Oui, moi peut-être je vais donner quelques exemples. Et c'est même pas, ça me concerne pas moi, mais je te donne l'histoire un peu. Là déjà par exemple, quand on a la question de discrimination, que malheureusement il est présente. Moi, comme on avait dit, on a dans un environnement assez interculturel, nos amis ils viennent de différents horizons, etc. Et moi, je l'ai bien ressentir que pour moi, en tant qu'Européenne, c'était toujours un peu plus facile quand même. Mais je sais que voilà, il y a quelques années, on a cherché des colocs ensemble. J'étais avec un très bon ami à moi qui est donc marocain. Et en plus, il a aussi la nationalité italienne. Mais bon, son nom de famille, il est marocain. Et voilà, donc moi, on avait le même garçon. On avait un très très bon garçon, on a réussi à trouver, voilà, un directeur d'une association, un ancien médecin retraité, donc voilà, très bon dossier. Tous les deux, on a le même garant. Moi, mon dossier, il est accepté. La différence, voilà, c'est que moi, je travaille en CDI. Lui et moi, j'étais à plein temps. Lui, il était à mi-temps. Sauf que voilà, lui, il était aussi, moi, j'étais plus âgée un peu que lui, de 3 ans. Et surtout que mon coloc qui occupait la place de mon appartement avant, il avait le même âge, il n'avait même pas le travail à mi-temps. Il était juste, voilà, même plus inscrit à la fac, mais voilà, son nom de famille, il était français, pas de problème pour l'appartement. Et après, il y a mon ami marocain qui arrive. Et là, on a le refus de dossier pour l'appartement. Voilà, moi j'essayais de comprendre quelles sont les raisons. Voilà, ben apparemment c'est parce que la première réponse qu'on nous donne, c'est parce que voilà, lui il est juste à mi-temps. Moi je dis oui, mais mon ancien coloc, il était même pas à mi-temps, il avait le même âge, du coup voilà, il a 22 ans, 23 ans, il est jeune, il travaille pas encore, il est inscrit à la fac. Ses parents ils l'aident. Je disais que voilà, je comprends pas pourquoi la question, c'est les questions de contrat. Les colocs d'avant, il n'avait pas du tout de contrat. Du coup, voilà, là, elle était un peu perdue, elle savait plus quoi me répondre. Elle me dit voilà, je vais voir avec mes collègues, je vais voir avec mes responsables. Elle revient, c'est au téléphone qu'on s'est eu. Elle revient vers moi en me disant non, mais la décision a été prise, c'est comme ça. Moi, je dis, moi, j'attends aussi par écrit les mails officiels en disant que voilà, son dossier il était refusé pour telle ou telle raison. Là, finalement, les mails, je ne l'ai jamais eu. Ils nous ont rappelé quelques jours après que bon, ils ont décidé que finalement les dossiers ils vont être acceptés. C'est juste que c'est là que je me suis rendu compte que vraiment la discrimination ça existe et ça n'a pas touché directement moi parce que moi j'étais acceptée dans le dossier pour l'appartement, mon dossier il a été accepté. Mais là j'étais énervée, je me suis dit mais c'est pas possible quand même qu'on vit dans un pays comme ça. Et après dans mon travail avec mon ancien travail où je travaillais dans une association où il a travaillé beaucoup avec le public étranger aussi.
Donc là, vraiment, des histoires qu'on entend de la part des étrangers, c'est souvent malheureusement de mauvaises expériences où voilà, on avait des personnes migrantes voilà, venant par exemple d'Afrique, qu'ils se faisaient vraiment traiter des choses que moi je ne vais même pas répéter. Donc ça me concernait pas moi, mais je me sentais touchée. Et donc c'est des expériences qui autant que quelqu'un qui vit ici, indirectement, il me touchait aussi. Tu te rappelles là Est-ce que tu te rappelles lorsque on avait, ils ont organisé, c'est-à-dire l'AMSED ont organisé une visite au Maroc en collaboration avec la ville de Strasbourg. Il y avait un réfugié et sur son passeport c'était, c'est-à-dire réfugié et qui n'a pas le droit de voyager. Et c'était un passeport émis par la France, quoi. C'est un exemple que vraiment personnellement j'étais choquée lorsque je l'ai vu la première fois. En plus, par rapport à moi pour le travail, le problème c'était au niveau du travail. J'ai déjà eu une expérience avec une jeune Alsacienne et du coup, puisque moi elle savait que j'étais tunisienne, elle était ma responsable. Et ça lui plaisait pas que je travaille avec elle. Du coup, elle me considérait comme son esclave. Mm-hmm. Et du coup, elle m'ordonnait tout le temps de faire des choses et tout ça. Même si c'était le moment de repos, non, il fallait que c'est elle qui décide quand je prends mon repos. C'était à moi de faire tout et tout ça. Et juste autre chose, quand j'ai connu quelqu'un, c'était un Lorrain. Et du coup, il voulait parler avec ses parents de moi et tout ça pour qu'ils me présentent à eux et tout ça. Et du coup, juste ils ont entendu que j'étais tunisienne. Du coup, ils ont raconté que ma famille sont des terroristes. C'est que elle cherche juste à avoir ton argent. Elle cherche juste à avoir les papiers, elle t'aime pas, elle profite de toi et tout ça. Pourtant, c'est lui qui a cherché à avoir une relation avec moi. Et du coup, jusqu'à ce temps-là, ces gens-là, ils pensent comme ça. C'est-à-dire que les étrangers, les Arabes, les musulmans, les chrétiens, les Juifs, tout ça. C'est-à-dire, au lieu de regarder la personne comme elle est, d'accord ? On regarde toujours dans ses origines. C'est-à-dire, je fais pas partie des sionistes, je fais pas partie de Daesh, de talibans, je fais pas partie de, juste à cause de ma nationalité, en fait, on n'est pas accueillis, bien accueillis. C'est une réalité qu'il y a beaucoup de préjugés. C'est ça. Et j'ai une amie marocaine, en fait, une fois, elle a reçu une réponse à une candidature qu'elle a faite pour une société française. La réponse c'était on s'excuse, mais votre demande n'a pas été retenue, du coup à cause de votre nationalité. Merci. D'accord. Bon. Je peux te montrer la page si tu veux. Oui, mais c'est pas pour le coup. Est-ce que vous avez, on va peut-être finir sur une note un peu plus sympathique. Est-ce que vous avez le souvenir d'une belle rencontre, au moins une belle rencontre? Oui, pour moi c'est mon chéri avec lequel je suis actuellement. Lui, il s'en fout que je suis tunisienne, que je suis africaine, que je suis étrangère, que je suis moi-même. Je suis une personne qui a des qualités, qui a des défauts. Et on s'aime et il n'y a aucun souci. Du coup, j'ai rencontré aussi ma Lydia. Du coup, malgré qu'elle est polonaise, malgré qu'elle est européenne et malgré les différences et tout ça, elle m'a accueillie aussi chez elle. Il n'y avait jamais une différence entre moi et ses amis. Même si j'habite pas à côté, mais je suis toujours la bienvenue chez elle, par exemple. On fait des échanges ensemble et tout ça, et
ça fait partie des meilleures rencontres que j'ai faites à Strasbourg jusqu'à maintenant. Et on se connaît, ça fait 5 ans, 6 ans. Merci beaucoup Inès. Ah, mais difficile de dire juste quelques personnes parce que voilà, comme on avait dit, moi maintenant ma vie c'est ici et j'ai fait plein de belles rencontres. Et je pense que je commencerai par la rencontre de l'association AMSED avec son directeur Djilali Kabesh qui voilà, c'est ça qui m'a permis vraiment de trouver ma place ici parce que comme je vous ai dit tout au début un peu à l'université c'était pas toujours évident en vérité avec voilà tous les groupes qu'il y avait. Dédicace à monsieur Djilali Kabesh. Oui, gros bisous Djilali. Donc voilà, c'était quelqu'un c'était avec cette association que je commençais à faire des actions déjà d'abord à Strasbourg, voilà, de m'engager, à organiser des projets ici à Strasbourg, à prendre confiance aussi en moi, à me dire ah ben Lydia, tu peux faire plein de choses, voilà, donc c'est une personne qui fait confiance aux jeunes, qui nous valorise tout ce qu'on essaye de faire. Voilà, donc d'abord l'association AMSET avec Djilali et après avec tous les gens qui sont là, que je vais pas dire le nom parce qu'après j'ai peur de donner le nom de quelqu'un oublié. La liste est grande, hein. L'autre, voilà, la liste elle est très très grande. Mais je sais que même jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'on connaît quelqu'un, ensuite je les représente un ami. Je dois même pas dire d'où on se connaît parce qu'il me demande déjà, vous connaissez de l'AMSED. Moi je dis oui, c'est vrai. Et en fait vraiment c'est une belle famille que j'ai créée. Et avec cette famille, je rencontrais une autre famille aussi. Donc d'abord Patricia aussi, donc qui a été présidente de la CARES, donc coordination des associations de résidents étrangers à Strasbourg, qu'on fait maintenant partie avec Eric. Donc pareil, une très belle rencontre, une femme formidable. Aussi, c'est avec Djilali, il est bien sûr aussi plus âgé que moi, mais là aussi, j'ai retrouvé un peu ma maman de Strasbourg parce que je savais que toujours, si ça va pas, si c'est difficile pour moi, c'était une personne sur laquelle je pourrais compter avec, pareil, de nouveau, tout le membre de l'association qui sont vraiment formidables, des personnes très intéressantes. À chaque fois, les rencontres elles sont hyper enrichissantes. Donc, je pense que le tissu associatif à Strasbourg, il y a de quoi faire parce que moi, voilà, toutes mes belles rencontres, pour le moment, ce que j'avais dit, c'était via des associations. Oui, vraiment, oui, je souligne sur ça. C'est que vraiment, le travail associatif, ça te permet de faire plus d'échanges, de rencontrer des gens. Moi, grâce à l'association AMSED, je suis partie au Maroc avec la contribution de la ville de Strasbourg et du coup on a fait beaucoup de choses au Maroc, à Fès exactement. On a réalisé par exemple un jardin vertical. On a réalisé un jardin vertical pour les enfants d'une association à Fès. J'ai rencontré aussi, il y a Mathilde, il y a Lydia, il y a beaucoup d'autres jeunes en fait qui travaillent dans cette association-là. Et en plus, je veux faire un dédicace pour une grande dame qui habite à Reichstätt. Et c'est grâce à elle vraiment qu'elle a aidé ma sœur pour être garant déjà quand elle était étudiante. Elle s'appelle, je peux dire son nom? Elle s'appelle Astrid Chauvin, elle habite à Reichstätt. Et vraiment, c'est une grande dame. Elle a ouvert sa maison pour ma sœur quand elle était étudiante. Elle était la directrice d'une association à Reichstätt c'est une association d'informatique et qui aide vraiment les gens qui ont besoin de difficultés informatiques à écrire leur CV, à remplir des papiers administratifs, tout. Et du coup, vraiment, bravo à cette dame alsacienne. Hein. Je parle vraiment... elle m'a fait visiter la première rencontre, elle m'a fait visiter la ville elle m'a fait visiter Reichstätt, après Strasbourg et tout ça. Et vraiment, c'est la première dame vraiment alsacienne que j'oublierai jamais. Et jusqu'à maintenant, on est amis. Hein. Ça veut dire là, ça fait presque 8 ans que je suis là. Et elle me pose toujours la question par rapport à ma sœur, par rapport à ma famille, par rapport à moi,
j'ai besoin de quoi que ce soit, et du coup elle était toujours là. Je vais dire pas une maman, mais une grande sœur pour moi ici à Strasbourg. C'est tout. Un petit mot de la fin pour finir. Ben, on vous invite de visiter Strasbourg, de découvrir cette belle ville, plein de belles rencontres, vous allez en avoir. Et une grande aventure de partir de son pays, de quitter sa famille, de s'installer dans un autre pays. Mais moi, je le regrette pas. Et voilà, j'espère de pouvoir contribuer tous les jours, voilà, pour qu'on aille encore mieux ici à Strasbourg, en France, parce que voilà, c'est un beau pays avec plein de défauts aussi qui m'énervent encore beaucoup et très souvent, mais que j'aime aussi en même temps. Et donc, bienvenue à Strasbourg. On vous attend nombreux. Bah, vous êtes les bienvenus. Vraiment, moi aussi, je regrette pas cette expérience-là. Pour moi, je me sens plus strasbourgeoise que tunisienne. Je me trouve chez moi ici et du coup venez, ne laissez pas les obstacles ça veut dire vous bloquer le chemin. Il faut résister, persister et aller toujours vers votre dream. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Et voilà, notre émission touche maintenant à sa fin. Une suite sera prévue parce qu'il y a des enregistrements qui attendent et des enregistrements qui sont encore à faire pour des témoignages de personnes qui sont arrivées en France et qui nous parlent un peu de leur galère, de leurs difficultés, mais aussi des petites choses, des petites belles choses qui leur sont arrivées. Et du coup, je vous donne rendez-vous le 19 juin pour la suite de cette émission. Et rendez-vous aussi la semaine prochaine, n'oubliez pas, parce que de Strasbourg et d'ailleurs, c'est tous les dimanches de 13h à 15h sur RBS 91.9, donc dimanche prochain, le rendez-vous du monde. Continuez à rester fidèles et continuez à venir nous écouter. Voilà, merci. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita.